Boycott de certains produits, vandalisme sur des Tesla, tourisme en baisse, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche abîme le soft power américain. Et en France, il vient raviver une vieille passion, celle de l'anti-américanisme. Car notre méfiance envers les États-Unis ne date pas d'hier. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'anti-américanisme, une histoire française, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, le souvenir de la crise de 29. Aujourd'hui, 6 avril 1917, dans le monde entier, la même nouvelle à la une de tous les journaux. Les États-Unis entrent en guerre. Et c'est le président Wilson lui-même qui sera la main du destin pour la conscription. Les yeux bandés, le président Wilson plonge sa main dans un grand bocal en verre rempli de petits papiers. Il s'apprête à désigner les soldats américains qui iront combattre en Europe. Près de 3 ans après le début de la guerre, les États-Unis entrent à leur tour dans le conflit contre l'Allemagne. La France et la Grande-Bretagne étaient saignées à blanc par 4 ans de combat. Fin juin 1918, la première division américaine reprend un secteur français à Cantigny. La 3e division s'oppose aux attaques allemandes sur la Marne. Et ce seront 2 régiments de Marines et 2 de l'armée régulière qui arrêteront l'ennemi au Bois-Belleau. Avec l'aide des Américains, les Alliés parviennent à faire reculer les troupes allemandes et le 11 novembre 1918 à 11h, les cloches de tous les villages de France sonnent pour annoncer la victoire. Les Français descendent dans les rues pour fêter le retour de la paix. Dans la foule, des drapeaux américains se mêlent aux drapeaux tricolores. Le courage de ces 2 millions de volontaires américains a contribué à écourter la guerre et à vaincre l'Allemagne. 250 000 Yankees ne devaient plus revoir leur pays et restaient à tout jamais sur ce sol de France qu'ils avaient si vaillamment défendu. Au sortir de la guerre, les Français célèbrent les Américains comme les héros qui ont permis la victoire. Mais l'image du sauveur va vite s'estomper et l'admiration pour les États-Unis sera de courte durée, car une nouvelle crise, cette fois économique, va envenimer les relations franco-américaines. En novembre 1918, l'heure est au mythe du Sami, le soldat américain symbole de libération. Mais les premières critiques des États-Unis apparaissent tout de suite après la signature des traités de paix, comme nous le raconte Philippe Roger, historien chargé de recherche au CNRS et auteur du livre « L'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français ». Le président Wilson est accueilli triomphalement, c'est vrai. Et immédiatement, il y a un pamphlet qui vient de la droite, qui vient de Maurras, pas n'importe qui, un des écrivains les plus lus et des politiques les plus suivis par la droite française. Et Maurras écrit un pamphlet, Les 3 aspects du président Wilson, où il prophétise en quelque sorte le fait que les Américains vont nous manipuler dans cette affaire. Alors vous me direz, c'est Maurras, mais bon, il a une grande audience. Et tout de suite aussi, parce qu'il y a une énorme déception, c'est que les démocrates étant battus ensuite aux élections et remplacés par les républicains refusent de ratifier les traités. Et ça, c'est gravissime, parce que la France comptait absolument sur la ratification avec les Américains et même sur une garantie américaine sur ces traités. Et donc là, il y a immédiatement un fossé qui se creuse. Ces républicains qui vont se succéder jusqu'à la crise et jusqu'à l'élection de Roosevelt, eh bien ces républicains, ils vont être farouchement isolationnistes tout au long de cette période, et c'est le moins qu'on puisse dire qu'ils ne vont pas faire de cadeaux aux Français. Et toutes les tensions vont se nouer autour de la question des dettes de guerre. Tout le monde le sait, la guerre de 1914-1918 s'est déroulée principalement sur le sol français. Pas uniquement, mais c'est sur le sol français qu'il y a eu le plus de destruction massive d'une partie importante du territoire. Donc, au moment de la fin de la guerre, dans les traités sont prévues des réparations que les Allemands doivent payer. D'autre part, la France, évidemment, a contracté des dettes, et des dettes importantes, et essentiellement, même presque intégralement, vis-à-vis des États-Unis. Donc, il y a 3 problèmes qui vont se superposer. Les Français vont dire, bon, on est prêt à rembourser les dettes de guerre, on n'est pas des voleurs, mais
c'est à condition que les Allemands vont payer les réparations. Bon, premier problème. Deuxième problème, les Français voudraient, ça les Américains n'entendent pas du tout de cette oreille, les Français, dans leur logique, voudraient qu'on fasse une différence entre les dettes qu'ils ont contractées avant l'entrée en guerre des États-Unis, donc ce sont des dettes purement commerciales, puisque les États-Unis ne sont pas belligérants, mais à partir du moment où les Américains entrent dans la guerre, les Français disent « Ah ben non, on est alliés, donc on veut bien négocier, mais on ne pourrait pas nous faire payer de la même manière. » Et puis, le troisième aspect, qui est peut-être le plus important, en tout cas c'est celui qui va chauffer à blanc l'opinion, c'est l'argument du prix du sang. C'est-à-dire que les Américains réclament un argent que les Allemands nous doivent, je fais la paraphrase du discours, et ils ne veulent pas tenir compte du fait que la France a payé par un nombre de morts qui est sans commune mesure avec le nombre des morts américains. Ce débat va devenir donc extrêmement passionné. On saute dans une dimension symbolique où on ne maîtrise plus grand-chose. Le débat va s'envenimer au fur et à mesure des différents plans organisés par les Américains pour réduire le montant des réparations allemandes. La somme globale des réparations, elle est fixée à une conférence de 1921. Et à l'époque, on parle de 132 milliards de marks or. Bon, ensuite, il y a une rectification en 1929, c'est le plan Young. On baisse un peu. Et pour la première fois, on donne un calendrier. Ça devait être payé jusqu'en 1988. Puis alors, en 1932, la crise intervient. L'Allemagne dit ne plus pouvoir payer. En juillet 1931, la Reichsbank doit suspendre ses paiements à l'étranger. La production allemande s'effondre. On compte bientôt plus de 6 millions de chômeurs. Entre-temps, on a décidé que les autres, parce que l'Allemagne n'était pas seule, il y avait d'autres puissances alliées à l'Allemagne qui devaient aussi payer des réparations. Bon, elles ne peuvent pas payer, la Bulgarie. Bon. Et donc, on dit que tout ça, on efface les dettes des autres pays. Et Hoover, le président républicain des États-Unis, décida d'abord un moratoire d'1 an, puis en 1932, tout est terminé. Qu'est-ce que la France a touché? Alors là, les estimations varient beaucoup. Semble-t-il à peu près 20 milliards de marks or. En gros, on peut estimer qu'il y a eu 10% de ce qui avait été prévu qui a été versé. Il y a donc là une énorme déception côté français. L'Allemagne n'a donc plus de réparations à payer, mais les dettes que la France doit aux États-Unis, elles, ne sont pas effacées. Les dettes américaines continuent à être réclamées par les États-Unis, ce sont des dettes non étatiques. Et en 1932, une fois que la cessation de paiement allemande a été actée, il s'agit de savoir si on va payer les Américains. Le président du Conseil de l'époque, c'est Édouard Herriot, quelqu'un de gauche, qui pense qu'il faut payer. Et il est renversé par la Chambre, massivement. C'est-à-dire il a un vote de défiance. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en position de défaut. C'est un très très gros scandale aux États-Unis. Toute la presse se déchaîne contre la France. Donc là, il n'y a pas seulement l'anti-américanisme qui joue, il y a un grand courant anti-français qui est lié au fait que la France n'honore pas sa parole. En plus de cette crise majeure, viennent s'ajouter d'autres sujets de friction avec les États-Unis. On peut parler des tarifs, mais rapidement. Il y en a toujours eu, plus ou moins. Les Américains ont la manie des tarifs, surtout les républicains. Donc il y a une loi tarifaire de 1930 qui est assez mal vécue. Bon. Il y a aussi un problème qu'il ne faut pas sous-estimer, ne le perdons pas de vue, parce qu'il touche la culture. On a une crise majeure, même date, 1930-1932, autour du cinéma. On a une crise majeure parce que les Français, qui avaient un cinéma florissant avant 1914, et donc il y a un clash très très violent, puisque les Américains se sont peu à peu appropriés, les majors se sont peu à peu appropriés le contrôle d'une grande partie de la distribution en France. Et ils imposent des quotas de films américains. Donc, il y a un clash très important autour de l'économie du cinéma, mais vous voyez que ça touche immédiatement à des choses très symboliques. J'ajouterais aussi quelque chose toujours dans le même registre culturel, parce qu'il y a un déchaînement contre le caractère vandale des États-Unis. Des vandales qui ne viennent plus casser parce qu'ils nous envahiraient, mais qui viennent parce qu'ils ont $1 tellement fort qu'ils peuvent tout acheter. Et ils le font.
C'est le moment, par exemple, où plusieurs de nos cloîtres les plus prestigieux, mais qui étaient des ruines, il faut dire, qui ont été achetés, ils n'ont pas été volés, ils ont été achetés avec le dollar américain. Il y a quand même beaucoup de points de friction, et qui sont plus que des points de friction, dans le cadre de la question de l'hégémonie culturelle. Toutes ces rivalités alimentent la défiance contre les États-Unis. Et la crise économique de 1929 va venir confirmer le sentiment anti-américain qui parcourt alors la population française. Ce 24 octobre 1929, le fameux Jeudi noir, marque le début d'une crise économique majeure qui se diffuse rapidement dans le monde. En France comme ailleurs en Europe, on entre dans la Grande Dépression. La production chute, le chômage explose, l'inflation s'installe, les Français prennent pleinement conscience du poids économique du géant américain qui devient le bouc émissaire de cette crise. Mais le sentiment anti-américain ne va pas pour autant exploser à ce moment-là. L'anti-américanisme est un discours déjà tellement bien installé que crise ou pas crise, on va retrouver ça, par exemple pour la guerre de l'Irak, les Français vont dire « Ah bah c'est pas étonnant, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre des États-Unis » Donc c'est ça la réaction. On voit très bien que la multiplication des pamphlets américains, elle commence avant la crise. C'est pas la crise qui la déclenche. Il n'y a pas vraiment un effet de la crise, c'est... capitalisme as usual, bien sûr. On va voir là, ceux qui n'aiment pas la forme de spéculation frénétique liée au capitalisme américain vont voir confirmation de leur répugnance. Mais si on regarde les livres qui sortent, par exemple, il y en a un qui est intitulé, il faut quand même le citer, « L'oncle Shylock ». Alors, c'est quand même intéressant comme titre, c'est l'oncle Sam qui est devenu l'oncle Shylock. C'est-à-dire l'oncle Shylock, évidemment, c'est lié aux dettes de guerre. Shylock, le personnage juif de Shakespeare, donc une figure de l'usurier, qui va être désormais accolé très systématiquement à la banque américaine. C'est un livre de 27, donc bien avant la crise. L'anti-américanisme français n'est pas conjoncturel. Il n'est pas lié à un événement. Il n'est pas une réaction à une chose. La crise des années 30 ne déclenche donc pas une vague d'anti-américanisme, mais elle confirme l'image négative accolée aux États-Unis. Un sentiment anti-américain qui parvient à mettre d'accord les hommes politiques français de l'époque. On peut dire, sans trop se tromper, qu'il est vraiment réparti sur tout l'échiquier politique. Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est que c'est quand même beaucoup plus massivement à droite qu'à gauche. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Il y a une première raison, c'est que tout n'est pas si négatif aux yeux de la gauche de l'époque aux États-Unis. Les socialistes de la SFIO sont, pour beaucoup de leurs dirigeants ou de leurs spécialistes, sont très intéressés par des formes américaines, en particulier à partir de Roosevelt, évidemment, avant beaucoup moins. Mais ils sont très très intéressés aussi par Taylor, par Ford, etc. N'oublions pas que même la concentration capitaliste qui a lieu à la fin du 19e, elle est regardée avec intérêt par les marxistes. Je veux dire, Engels, par exemple, il dit, mais qui concentre ? Plus ils auront concentré, plus ce sera facile de prendre le tout d'un coup. L'idée, c'est qu'une concentration comme celle de ce qu'on appelle les trusts, à l'époque, c'est une sorte de préparation pour la collectivisation. Donc il y a une ambiguïté du côté, en tout cas, des théoriciens, des dirigeants. Ce qui ne passe pas, c'est la répression des militants, bien sûr. D'où l'importance, l'émotion de l'affaire Sacco et Vanzetti. Nicolas Sacco sera puni de mort par électrocution dans la semaine commençant le dimanche 10 juillet de l'année du Seigneur 1927. Il est jugé et ordonné par la Cour qu'à la même date, Bartolomeo Vanzetti sera puni de mort par électrocution. 1927, ces deux militants anarchistes qui ont été condamnés à mort en liaison avec des attentats qu'ils n'ont peut-être pas commis ou probablement pas commis. On ne saura jamais exactement. En revanche, à droite, l'hostilité aux États-Unis est plus franche. Qui est-ce qu'on trouve à droite ? On trouve un peu tout le monde. On trouve les conservateurs classiques. Le grand livre anti-américain, le best-seller qui est aussi un excellent livre de la période, c'est Les scènes de la vie future de Georges Duhamel, qui est devenu le classique de l'anti-américanisme. Et c'est un des écrivains les plus lus de son temps. Et Duhamel écrit ces choses vues en Amérique sous le titre de Scènes de la vie future qui sont
ravageuse. C'est le jazz, c'est une espèce de d'hystérie collective. Le cinéma, c'est l'abrutissement absolu, c'est une espèce d'école de la stupidité, c'est la destruction de la culture, et ainsi de suite. Et sur le fait que ça va de la droite à la gauche, et que surtout ça sert d'épine dorsale à des gens qui eux-mêmes ne savent pas toujours s'ils sont de droite ou de gauche. Les gens, dans ces années 30, changent de position très très vite, rien n'est très stable. Mais ce qui est évident, c'est que on a vraiment du mal à trouver un pro-américain. Il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment infiniment minoritaires. Aujourd'hui, la politique de Donald Trump, avec ses guerres commerciales, confirme un peu plus le poids économique des États-Unis. Mais l'opposition à l'Amérique de Trump pourrait plutôt être définie comme anti-Trumpisme plutôt que de l'anti-américanisme. Les oppositions aux États-Unis, qui sont souvent légitimes et articulées, n'ont aucune raison de passer sous le chef de l'anti-américanisme. Donc il est évident que nous vivons un moment compliqué et difficile, que Trump va réveiller beaucoup de réactions négatives. Mais je pense que les Français le voient vraiment comme un cas très particulier. Je me trompe peut-être à cet égard. On voit bien de toute façon que l'Amérique est cassée en deux par ce phénomène Trump. Il a été élu, mais il n'y a pas du tout le raz-de-marée dont il a parlé. C'est de l'ordre, comme depuis plusieurs années, c'est le cas aux États-Unis. C'est presque 50-50 quand on regarde de près. Donc il y a deux Amériques. S'opposer à la politique de Donald Trump ne signifie donc pas nécessairement être anti-américain. De la même manière, Charles de Gaulle n'était peut-être pas si hostile aux États-Unis qu'on ne le pense. Pour en juger, rendez-vous demain pour la suite de notre podcast sur l'anti-américanisme français. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes nos analyses sur le nouveau mandat de Donald Trump sur notre site l'express.fr. Vous pouvez aussi y écouter tous les épisodes de La Loupe dans l'onglet podcast. Pensez également à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify ou Castbox. L'anti-américanisme, une histoire française est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.